peux partager mon écran? Ouais, normalement, tu peux, là en bas, tu as un Ok. bouton partager écran, tu Ah vas ouais, pouvoir le faire. super. Voilà, nickel. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, super. Super. Là, tu es en mode, Alors, je vais essayer. t'es pas en mode Ouais, je vais présentation. essayer. Ouais, voilà, c'est bon là? C'est bon, super. Génial. Eh bien, bonjour à tous et encore merci de m'inviter pour cette intervention. Donc, je suis Anne-Sophie et je travaille chez Pure Projet. Donc, Pure Projet, je vais vous en dire quelques mots pour que vous compreniez où on se situe finalement dans tout l'écosystème des acteurs que vous allez rencontrer dans le cadre de votre démarche de stratégie climat. Je vais vous rapidement parler de l'in-setting et de l'off-setting pour que vous compreniez aussi quels sont les grands concepts derrière. Un point sur les standards qui ont déjà été abordés lors de la présentation précédente, mais je vais vous donner des exemples sur comment nous, en fait, on travaille dans nos projets avec ces standards, ainsi que des exemples de projets et de démarches d'entreprise. Donc, Pure Projet, nous, notre ADN, c'est l'agriculture. Et notre ambition, finalement, c'est de créer des projets qui amènent la nature au sein de l'agriculture, dans toutes les chaînes de valeur. Alors, on dit aussi un peu au-delà, parce que le sujet, ce n'est pas forcément uniquement que les chaînes de valeur agricoles. En fait, c'est la restauration de tout écosystème naturel. Mais nous, notre principal travail, c'est de créer des projets avec des communautés agricoles. Donc, on a des équipes en local qui travaillent avec des coopératives, des techniciens, des agronomes et qui vont aller travailler avec les fermiers pour replanter des arbres au sein de leurs parcelles, autour des parcelles, ainsi que restaurer des terres qui ont été fortement dégradées, donc faire la reforestation, voire même mettre en place des pratiques agricoles qui vont permettre de réduire les émissions ou de séquestrer du carbone dans le sol. Tous ces projets sont financés par des entreprises. Donc, nous-mêmes, on est une entreprise Bicorp. Et pourquoi on travaille avec les entreprises? C'est parce qu'on pense que c'est en intégrant ces projets-là au sein des chaînes de valeur aussi des financeurs que ces projets vont générer un impact à long terme et aussi produire des bénéfices pour l'entreprise, notamment en rendant leur supply chain plus résiliente face au changement climatique. Donc, nous, on est finalement, après 12 ans d'expérience, on est localisé dans différents pays du monde, donc dans des climats tempérés, mais aussi tropicaux. Et donc, en fait, à chaque fois que vous voyez un petit arbre sur cette carte, on a une personne de Pure Projet ou un technicien, un agronome, ce qui veut dire que nous, on est porteurs de projet. Et on a aussi la casquette, on va dire, un peu plus conseil, puisqu'en travaillant avec les entreprises, on a des équipes qui sont dédiées à l'accompagnement des entreprises pour assembler des projets ensemble par rapport aux besoins de l'entreprise. Donc, ça peut être notamment une stratégie climat, mais on travaille aussi avec des entreprises sur des sujets qui ne sont pas uniquement carbone. On va travailler sur l'audit des supply chains, l'amélioration du sourcing, l'amélioration de la production de certaines matières clés comme par exemple la vanille ou alors certaines fibres animales, certaines commodités un peu plus, on va dire, sensibles comme des fleurs ou alors des matières premières comme le riz. Donc, on a un scope assez large et on s'adapte, on essaie d'adapter à chaque fois nos projets entre le besoin de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle cherche à faire, est-ce que c'est finalement une stratégie climat pure ou est-ce que c'est sa supply chain et son sourcing, mais aussi à chaque fois, bien évidemment, travailler avec les communautés pour s'assurer que le projet qu'on va créer correspond à un besoin, à la fois de la communauté, mais aussi le besoin de l'environnement en tant que tel et l'écosystème naturel. Et pourquoi l'agriculture? Un petit mot là-dessus. C'est à la fois un problème, c'est-à-dire que l'agriculture est à la source de beaucoup de déforestation, de dégradation des sols, de la biodiversité. Donc, elle fait partie du problème climatique. C'est aussi une solution parce qu'à travers l'agriculture, en mettant en place de meilleures pratiques agricoles, comme l'agroforesterie ou l'agriculture régénérative qui est concentrée sur les sols, on va pouvoir augmenter les puits de carbone à long terme. Et c'est aussi un challenge parce que l'agriculture, c'est la source de l'économie, de notre nourriture. Donc, sans agriculture, sans ces fermiers qui vont aller récolter les produits qu'on consomme,
une bonne partie de l'économie est à risque. Donc, c'est un sujet énorme, en fait, d'accompagner l'agriculture, de financer des projets d'adaptation au changement climatique. Insetting. Donc, l'insetting, c'est intégrer un projet au sein du scope de l'entreprise, le scope d'activité. Donc, ça va, quand on parle d'insetting, c'est souvent des entreprises qui ont un amont agricole. Donc, cosmétique, ça va être l'agroalimentaire, également la mode. Toutes ces entreprises ont un amont agricole, mais on voit aussi que dans l'industrie et les services, il y a aussi un amont qui dépend d'un écosystème. Si je prends par exemple dans l'électronique, il y a les mines d'extraction. Donc finalement, on s'aperçoit que toute entreprise finalement a un lien avec la nature et dépend d'un écosystème particulier. Donc le sujet de l'insetting, c'est créer des projets de compensation des impacts carbone, mais autres, ça peut être biodiversité aussi, au sein de, finalement, de cette supply chain. L'offsetting, on voit ça plus comme une contribution, donc c'est complémentaire de l'insetting. L'offsetting, c'est le financement d'un projet, où qu'il soit sur la planète, afin de compenser donc un impact, notamment carbone. Et donc, nous, on voit ça plus de manière transactionnelle, c'est-à-dire une entreprise va acheter un actif qui peut être un crédit carbone, par exemple. Un petit point sur l'insetting, il faut comprendre aussi que l'insetting peut avoir une proximité plus ou moins forte avec la chaîne de valeur. Donc, ce qu'on appelle le tiers 1, c'est l'insetting qui a une proximité directe physique avec le producteur parce que l'entreprise a réussi à tracer jusqu'au bout sa supply chain et elle sait que c'est auprès de tel agriculteur qu'elle achète, par exemple, de la vanille. Mais toutes les supply chains ne sont pas forcément traçables jusqu'au bout. C'est un énorme travail des entreprises en fait, de réaliser cette traçabilité. Et donc, on peut parler aussi d'insetting quand on est plutôt au niveau de la région ou de la coopérative. On sait que globalement, l'entreprise va aller acheter par exemple du café dans la région de Sidama. Et donc, un projet qui est mis en place à Sidama en Éthiopie est un projet d'insetting et peut être considéré comme tel. Et après, alors un peu moins fort comme insetting, mais néanmoins intéressant, lorsque la traçabilité n'est pas aussi proche de la région de production, on peut aussi, nous, mener des projets un peu plus globaux au niveau d'un pays. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, insetting a plusieurs réalités. C'est intéressant parce que finalement, on arrive à combiner à la fois un enjeu pour l'entreprise qui est d'investir dans sa supply chain, d'avoir une meilleure connexion avec ses communautés de production, de protéger aussi la qualité, la quantité des volumes de la matière première qu'elle achète. Surtout dans un contexte où le changement climatique, si je reprends l'exemple du café, peut rendre des régions entières impropres à la culture du café. Donc, l'insetting peut être une démarche qui génère des bénéfices qui vont bien au-delà finalement du climat. Et je pense que dans une stratégie carbone, en fait, il faudrait plutôt dire stratégie climat, il faut intégrer à la fois la notion de séquestration carbone et l'enjeu de l'entreprise d'un point de vue neutralité, mais aussi intégrer tous les co-bénéfices que le projet va pouvoir générer. Et ces co-bénéfices, ça peut être aussi une meilleure adaptation d'une communauté ou d'un territoire au changement climatique. Donc, c'est vraiment une réalité qui est essentielle et que je vous invite à regarder et à questionner en fait à chaque fois que vous vous intéressez à un projet. Alors ensuite, sur les standards, donc, bon là, c'est un référentiel qui s'appuie sur la Net Zero Initiative qui a été développée par Carbone 4. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs types de projets qui peuvent être à l'intérieur de la supply chain de l'entreprise, mais aussi en dehors. Et si on regarde le pilier C, en fait, on va avoir de la séquestration carbone qui est dans le scope direct dans l'entreprise. Et nous, on va plutôt être dans la partie en amont, l'amont agricole, donc séquestration par l'agroforesterie, par exemple. Donc l'arbre va séquestrer du carbone sur plusieurs années et ça va permettre
à l'entreprise de comptabiliser en fait cette séquestration-là sur ses projets. Et donc, je vais vous expliquer très rapidement aussi concrètement comment on fait en sorte que le carbone est séquestré de manière permanente et vérifié. Mais il y a aussi d'autres types de projets qui sont, si vous regardez le pilier B, en dehors de la chaîne de valeur, des projets qu'on appelle d'émissions évitées. Donc, nos purs projets, on ne fait pas ce type de projet, mais si je vous donne un exemple, ça va être de l'efficacité énergétique, donc l'installation de foyers améliorés dans des communautés. Donc, les foyers améliorés, en fait, c'est des fours. Les foyers améliorés permettent de réduire la biomasse utilisée pour chauffer le four. Donc, ça va réduire la déforestation autour de la communauté, puisqu'il y aura besoin de moins de bois en fait, pour chauffer. Et ça va permettre aussi de réduire la pollution liée à la fumée. Donc, c'est des projets un peu différents de ce que nous, on peut faire. On appelle ça les projets d'émissions évitées. Ils ont un statut un peu différent aussi, suivant qu'on regarde la net zéro ou SBTI. Donc, je ne vous parlerai pas de ce type de projet. Moi, je vais plutôt vous parler des projets de séquestration et d'agroforesterie. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'augmenter les puits de carbone. Donc, il y a plusieurs types de labels. On a ce qu'on appelle les certifications. Donc, c'est Verified Carbon Standard ou Gold Standard, les principaux qu'on utilise. Donc, certifié, ça veut dire que donc, ce standard va nous demander, au moment de la création du projet, un certain nombre d'informations et de documents qui prouvent que le projet est conçu pour permettre la permanence de la séquestration du carbone. Et ils vont aussi vérifier notre méthodologie de calcul du potentiel de séquestration à long terme du projet. Ensuite, tous les 5 ans, un auditeur externe vient sur le projet pour faire des mesures sur le terrain et puis aussi vérifier toutes nos hypothèses, des interviews. Donc, c'est un vrai audit en fait, du projet pour s'assurer qu'on est bien sur la bonne trajectoire par rapport à nos hypothèses de séquestration. Donc, cette vérification, elle se fait sur une période de 30 à 40 ans. Donc, en fait, c'est des projets très long terme. Nous, chez Pure Projet, on a, il y a 10 ans déjà, certifié des projets, par exemple, un au Pérou. Et donc, on est engagé avec des équipes en local, avec les coopératives. C'est vraiment c'est presque des petites entreprises, en fait, ces projets-là, et qui engagent beaucoup de bénéficiaires aussi. Au Pérou, depuis 2010, on a planté quasi 5 millions d'arbres. Et en fait, ce projet donc, génère des crédits carbone. Au moment de la vérification par l'auditeur, tous les 5 ans, on va donc sécuriser un volume de tonnes carbone et donc on va émettre des tonnes qu'on appelle ex post, c'est-à-dire que ex post, le carbone est déjà séquestré. Et donc ça, c'est le crédit carbone, c'est une unité, c'est un actif qui est échangeable sur le marché. Alors, donc nous, Pure Projet, c'est nous qui avons déposé tous les documents auprès du standard. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et le projet. Il faut savoir que dans l'écosystème du crédit carbone et des projets certifiés, vous allez rencontrer des entreprises qui ne sont pas le porteur de projet initial. Ça peut être des intermédiaires. Donc, c'est assez intéressant que vous questionniez quand même les gens auprès de qui vous allez acheter les crédits carbone pour connaître leur positionnement dans tout cet écosystème, savoir si jamais ils ne sont pas le porteur de projet, est-ce qu'ils ont vérifié la qualité du projet eux-mêmes pour avoir un maximum de transparence. Et donc, ces projets-là, il faut savoir que c'est des projets à grande échelle, notamment parce que certifier un projet en année 1 et le faire vérifier tous les 5 ans, ça peut être des budgets qui sont aux alentours de 100 000, 200 000 euros. Donc, ça peut être des projets qui nécessitent un vrai investissement en fait à la base pour pouvoir générer ces crédits. Ensuite, on a donc d'autres mécanismes qu'on appelle de vérification. C'est notamment le cas de value change.
qui est plutôt privilégié dans le cadre de projets qui sont liés à la chaîne de valeur. Donc là, avec ce type de projet et ces méthodologies, on va diminuer le coût du projet, notamment parce que en fait, on ne crée pas de crédit carbone. Ça va être une unité en fait, de mesure qui est comptabilisée dans la comptabilité carbone de l'entreprise, mais en aucun cas, ce sont des crédits qui vont aller sur le marché. Et donc, l'intérêt, en fait, c'est d'avoir un type de projet qui bénéficie d'une vraie vérification par un tiers. Et quand je dis vérification, ça va être à la fois la méthodologie du projet, mais ça va être aussi les hypothèses, ça va être la qualité, ça va être la manière de mesurer le carbone. Et tout en ayant donc finalement cette garantie-là de qualité, mais en réduisant les coûts associés au standard. Il y a d'autres types de vérification. Là, je vous ai donné celle avec laquelle on travaille le plus. On peut aussi faire appel, si vous financez un projet qui n'est pas certifié, vous pouvez faire appel à des auditeurs externes, par exemple EcoCert peut aller vérifier des projets et finalement garantir le sérieux autour de la comptabilité carbone. Et après, donc dans des projets un peu plus petits, nous, on va aussi mettre en place des mécanismes qui sont très spécifiques, où on va nous-mêmes assurer la méthodologie, la comptabilité carbone et faire le suivi du projet. C'est des projets qui, je pense, sont très bien lorsque l'entreprise est dans une démarche d'amélioration de ses pratiques et aussi de la comptabilité carbone, mais moins adapté dans le cadre d'un claim externe communiqué à grande échelle, comme peut être tous les engagements net zéro. En France, Pure Projet a aussi des projets en label bas carbone, et donc on suit les méthodologies du ministère. Et donc ce qui est intéressant avec le label bas carbone, c'est que ce sont des projets donc de plus petite taille en local. Donc, par exemple, nous, on a mené un projet de reforestation où on a généré 702 tonnes de carbone qui vont être délivrées dans 5 ans. Il faut savoir que le label bas carbone, ça va être une certification aujourd'hui avec mise en place du projet aujourd'hui. L'arbre va séquestrer du carbone dans le futur. Et ce que simplifie le label bas carbone, c'est que sans attendre que l'arbre arrive à maturité, ce qui peut arriver dans 50 ans par exemple. En fait, il y a une vérification des hypothèses à un moment, donc soit dans 5 ans pour la forêt, pour les haies, c'est dans 15 ans. On vérifie les hypothèses et c'est là où on valide le potentiel de séquestration carbone qui peut être revendiqué par l'entreprise dans le cadre de ces trajectoires. Donc, important en fait aussi de garder en tête une chose, c'est que vous allez avoir des crédits sur le marché qui peuvent être ex post, qui reconnaissent des unités de carbone déjà séquestrées dans l'arbre ou dans le sol. Donc là, je vous ai mis une petite illustration concernant le potentiel de séquestration d'un arbre, donc 300 kg de tonnes. Pardon, il y a une erreur, 300 kg de CO2. Il faut savoir que dans un pays tropical, cette séquestration, elle se fait sur 20 ans, potentiellement. Dans un pays tempéré, c'est beaucoup plus long, c'est 80 ans. C'est pour ça que quand on plante un arbre aujourd'hui, on ne séquestre pas du carbone tout de suite. Donc, on a les crédits ex post qui viennent reconnaître un carbone déjà séquestré et on a ce qu'on appelle le exempté, qui est à prendre avec beaucoup plus de précautions, parce qu'en fait, c'est là où il va falloir vérifier que vos projets s'intègrent bien dans votre claim ou dans votre stratégie. Vous ne pouvez pas dire « je suis neutre en carbone aujourd'hui » alors que vous avez acheté ou financé des projets exemptés qui vont séquestrer dans le futur. C'est pour ça que quand on crée un nouveau projet où le carbone va être séquestré dans le futur, la bonne pratique, c'est plutôt de dire que ce projet-là va s'intégrer dans une trajectoire climatique, par exemple, à horizon 30 ans, à 2030 ou 2050. Donc, il faut aligner la temporalité du projet avec votre claim. Alors là, je vous ai remis quelque chose que je vous ai déjà expliqué. En fait, donc, Pure Projet
sur des projets certifiés tout au long de la vie du projet va garantir un certain nombre de livrables qui sont associés au projet. La plantation des arbres, toute la documentation autour du carbone, le rapport de certification et puis toutes les certifications périodiques avec les standards. Ça, je vais passer parce que le temps tourne et j'aimerais bien qu'on prenne du temps aussi sur les questions. Il faut savoir qu'un crédit carbone va servir à financer diverses activités. Donc ici, je pourrais vous partager la présentation après. Vous avez le découpage en fait de toutes les activités. Il y a un mix entre tout ce qui sert à planter les arbres, à former les fermiers, à s'assurer que les arbres vont bien pousser, surtout dans les premières années. On a toute une composante plutôt autour de la gestion de projet et de programme côté pur projet qui représente 30%. Et après, il y a toutes les activités de long terme et la certification du projet. Donc finalement, on a 70% d'un crédit carbone qui va aller sur le terrain et 30% qui va servir à financer nos activités et principalement en fait nos équipes pur projet. Donc, du coup, en termes de projets, plusieurs typologies, je vous en ai déjà parlé un petit peu. On a des projets existants sur lesquels vous pouvez acheter des crédits carbone qui sont certifiés. Vous avez aussi des projets, des entreprises qui vont vouloir financer leurs propres projets parce qu'elles ont beaucoup d'émissions et elles préfèrent sécuriser leur stratégie climat à long terme. Là, par exemple, on est en train de travailler avec un cabinet de conseil sur la création d'un projet à grande échelle en Asie où on va planter 2,5 millions d'arbres sur 5 ans et le carbone va être délivré entre 2025 et 2040. Donc là, on est vraiment sur finalement un engagement à long terme et une projection aussi de l'entreprise à long terme. Et à côté de ça, on va travailler avec des entreprises en France sur le label bas carbone. Et là, on est plutôt sur un horizon 5-15 ans pour comment dire, alors je me suis trompée, j'ai dit crédit délivré, en fait c'est les unités de réduction d'émissions carbone. Le label bas carbone ne délivre pas de crédit. Et donc sur le budget par tonne, un crédit ex post, donc sur un projet déjà certifié, est autour de 20 €. Quand on est sur des projets créés plus spécifiquement pour une entreprise, on est plutôt aux alentours de 30 € par tonne. Et un projet label bas carbone, c'est entre 50 et 100 €, notamment parce que c'est des projets à plus petite échelle. Et aussi, en France, en fait, dans un pays tempéré, la séquestration du carbone est bien plus longue. Donc, du coup, ça engendre aussi, au niveau du coût du crédit, un coût plus important que dans un pays tropical où les arbres poussent très vite. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Un projet, vérifier, s'assurer que le projet soit le plus proche possible de votre chaîne de valeur. S'assurer aussi que le projet, donc que votre financement est additionnel. Ça veut dire que votre financement permet au projet d'exister et sans ce financement-là, le projet n'aurait pas lieu. C'est le cas, par exemple, il y a des projets qui sont hautement subventionnés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des financements publics qui vont aller sur le projet. C'est ça qui permet à des entreprises de vous proposer des crédits à 2, 3, 5 €. Mais souvent, c'est lié au fait qu'il y a eu un énorme cofinancement public. Et donc, ça dégrade finalement l'additionnalité de votre propre financement. Important aussi de regarder les co-bénéfices du projet, notamment en termes d'adaptation au changement climatique et la permanence de la séquestration du carbone. Donc, ça passe par des projets qui vont restaurer un écosystème en plantant des arbres, mais aussi toutes les activités qui vont autour, et notamment la formation des populations locales, des agriculteurs. Parce que finalement, ce qui est important, c'est que le projet, une fois qu'il s'arrête, en fait, il faut qu'il puisse continuer sans les financements, sans pur projet, par exemple. Donc, important de renforcer les capacités en local. Et donc, du coup, le crédit carbone doit permettre aussi cela. Ce n'est pas uniquement un arbre qu'on va planter et un crédit, c'est bien plus que ça. Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est important aussi qu'on puisse avoir un temps d'échange. Et quoi qu'il arrive, je vous partagerai cette présentation et vous pourrez revenir dessus.
Donc, à disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Alors, s'il n'y a pas de question qui vient spontanément, j'en ai une première pour toi. Ouais. Pour rebondir sur le prix de la tonne de CO2, donc tu dis qu'il y a en gros donc un premier prix raisonnable, c'est autour de 20 € jusqu'à 100 € pour les projets label bas carbone. Et on a vu que effectivement, des projets à 100 € la tonne peuvent être tout aussi pertinents globalement pour la lutte contre le changement climatique et tout ce qu'il y a autour. Comment tu conseillerais, tu vois, un responsable RSE, un responsable climat d'une entreprise comment valoriser justement une tonne de CO2 à 100 € versus à 20 €? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est facilement calculable, c'est voilà, dire je mets tant d'argent sur la table et je compense tant de tonnes. On aime bien ces chiffres-là. Voilà. Comment tu arrives à dire que potentiellement, je suis prêt à payer 5 fois plus cher la tonne de CO2, mais c'est quand même aussi vertueux, on va dire, qu'une tonne à 20 €. Alors oui, donc c'est un vrai sujet, le prix du carbone. Donc, vous allez... bon, on avait déjà eu la discussion avec Antonin. Il y a plusieurs choses. Il y a le prix du carbone sur le marché. Et donc aujourd'hui, un crédit carbone, vous pouvez l'acheter à moins de 5 $, comme vous pouvez l'acheter plutôt 20 € avec nos projets. Donc ça, c'est le prix du crédit carbone qui va couvrir toutes les activités qui permettent d'assurer la permanence et la qualité du projet. Donc, à 20 €, en fait, le sujet, c'est de dire, moi, je préfère investir dans un projet qui a un certain nombre d'activités qui permettent de me donner un confort qui est plus important. Et ça va bénéficier à plusieurs choses. C'est la qualité de la stratégie de l'entreprise, RSE, mais c'est aussi au moment de la communication de l'engagement, une meilleure histoire à raconter, en fait, tout simplement. Et je pense que ça fait partie de l'image aussi de l'entreprise que de financer des projets qualitatifs. Donc, pour moi, c'est la première chose que l'entreprise doit regarder et questionner aussi, c'est mon crédit carbone, il permet quoi au final sur le terrain et combien aussi de ce crédit carbone va sur le terrain. Après, sur des projets label bas carbone donc, qui sont à 100 €, donc là, j'ai pris la fourchette max. Je pense que le marché aujourd'hui sur le crédit carbone, les opérateurs de projets, ils arrivent à être autour de 50 €, 50-60 €. Donc là encore, il faut regarder évidemment ce que recouvre ce crédit, pas ce crédit, là je me trompe, désolée, recouvre ce prix. Je pense qu'en France, en fait, l'histoire elle est un tout petit peu différente, notamment parce que ce n'est pas en finançant un projet label bas carbone que vous allez réussir à couvrir l'ensemble de votre scope. Le projet label bas carbone, par exemple, il pourrait servir à compenser les émissions peut-être d'une usine dans un territoire. Et là, vous vous dites, moi, je préfère créer un projet en local dans le territoire de mes opérations et je vais le faire en label bas carbone pour cette activité particulière-là. C'est le sujet du label bas carbone, c'est que ça permet de créer de la séquestration carbone et en plus avoir une histoire en local, une connexion avec le territoire en France. Donc d'un point de vue communication, ça peut avoir aussi la valeur. Nous, on a vu finalement beaucoup d'entreprises PME s'intéresser au label bas carbone parce qu'elles n'avaient pas forcément beaucoup d'émissions à compenser et que ça leur permettait d'avoir un lien finalement avec le territoire. Mais cette histoire-là autour de je restaure le territoire et notamment j'accompagne les agriculteurs, il peut se faire en dehors du label bas carbone, mais c'est juste qu'il ne sera pas comptabilisé d'un point de vue carbone. On peut aussi financer des projets de plantation de haies, projets d'agroforesterie en France qui sont très importants aussi pour l'adaptation au changement climatique. Et donc, voilà. Mais le label bas carbone, ça permet de tester aussi la compensation locale. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent moi, je n'ai pas envie de compenser avec des projets loin de mes activités.
Je ne sais pas si ça répond à ta question, Antonin. N'hésite pas à me demander de préciser. Si, merci beaucoup. Oui, bonjour, Vincent Bas de l'ENS. Je voulais savoir s'il existait une équivalence entre la séquestration et le type d'essence d'arbre. Si on a des projets de… Oui, alors, comment on va faire nos hypothèses de séquestration carbone? En fait, il y a des tables forestières qui vont permettre de calculer le potentiel par type de climat, de contexte et d'arbres. Alors là, je ne l'ai pas détaillé ici parce que c'est assez, alors, je pense que c'est assez long et compliqué. Et je n'ai pas la technicité nécessaire pour entrer dans ce détail-là. Mais c'est clair que quand on calcule, quand on fait des hypothèses, ça tient compte des essences d'arbres et du climat. Et aussi intéressant de regarder quelque chose, c'est que quand on plante un arbre aujourd'hui et qu'on espère qu'il séquestre les 300 kg de CO2 une fois arrivé à maturité, il peut se passer beaucoup de choses entre le moment où on plante et le moment où l'arbre arrive à maturité. Et ce qui est important quand on dit séquestration, c'est bien que l'arbre grandisse, ne soit pas coupé et brûlé, principalement. Par exemple, un projet qui fait ces hypothèses prennent en compte un certain nombre de facteurs de risque qui sont liés à l'environnement local. Donc, quand on est dans une région où potentiellement il y a beaucoup d'incendies, on va forcément prendre des hypothèses basses sur nos hypothèses de carbone et on ne va pas émettre plus de crédit qu'il est raisonnable compte tenu de ces risques. Et aussi, ce qui est important, c'est quand je parlais d'activité long terme, c'est de mettre en place un mécanisme qui intéresse les parties prenantes pour que les arbres ne soient pas coupés ni déforestés. Et si jamais ils sont coupés, que ça se fasse dans une gestion forestière durable. Donc nous, on va travailler avec le label FSC, par exemple, pour mettre en place des formations. Donc ça, c'est au Pérou. Créer une chaîne de valeur de bois durable pour incentiver en fait les communautés locales à garder les arbres soit vivants, soit s'ils sont coupés, que ce soit valorisé par exemple dans des objets en bois ou du mobilier ou de la construction. Ce qui permet de garder le carbone bien séquestré dans la biomasse. Merci. Bon, alors, du coup, j'ai une autre question pour toi. Concrètement, je suis une entreprise, je veux une organisation et je veux développer donc, mon propre projet de compensation-contribution. Alors, tu l'as évoqué sur un slide, mais est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le minimum de tonnes de CO2, donc du coup sur la vie du projet, pour lequel ça vaut le coup de s'investir sur créer son propre projet. Et puis concrètement, je suis responsable RSE ou responsable du plan climat de mon entreprise. Combien de temps ça me prend de monter ce type de projet? Alors, ça va dépendre. Je pense que ça dépend de l'horizon dans lequel l'entreprise se projette. On a des entreprises qui restent encore sur « je veux être neutre aujourd'hui ». Et je pense que dans ce cas-là, là, je ne juge pas en fait le fait de dire « je veux être neutre » ou pas, parce que ça, c'est, je pense que ça a été très bien expliqué par Fanny avant. Il n'y a pas de loi encore qui interdit ça, mais néanmoins, ça reste quand même discutable. Mais néanmoins, on peut dire je suis neutre d'une certaine manière à partir du moment où on finance un projet certifié avec des crédits ex post. Donc là, en fait, si c'est immédiat, dans ce cas-là, il faut plutôt aller voir des porteurs de projets qui ont des crédits certifiés déjà avec du carbone déjà séquestré. Donc là, ça peut être assez rapide. La difficulté, c'est de trouver un porteur de projet. Alors, par exemple, nous, on n'a quasi plus de crédits ex post à proposer à des entreprises. On a eu pas mal de demandes. Donc là, on est en train de recertifier d'autres projets, mais il faut savoir que le marché est assez tendu. En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué cette année.
Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc, du coup, la recherche, elle va être plus, enfin, le temps passé va être plus dans l'identification du bon porteur de projet. Mais il y en a plein, et même en France. Par exemple, le NFI peut être un très bon... enfin, on travaille beaucoup avec eux, ça peut être aussi un très bon relais. Après, une entreprise qui est sur une trajectoire 2030, elle va pouvoir essayer de faire finalement modéliser. Enfin, donc là, on se projette sur le futur, donc ça va être un mix entre peut-être au début de la compensation avec des crédits carbone, et puis après planter des arbres supplémentaires sur un projet pour générer lors des prochaines vagues de vérification du projet des crédits. Et donc là, en fait, c'est soit vous vous appuyez sur un projet qui est déjà certifié, donc il n'y a pas le coût de la certification qui vient, on va dire, augmenter le crédit carbone. Ça, c'est par exemple ce qu'on est en train de faire avec un fonds en ce moment où ils achètent des crédits aujourd'hui, et puis en complément, ils vont financer sur un projet des vagues d'arbres supplémentaires pour générer en fait des crédits dans le futur, et ça va, on va dire, s'aligner avec leur trajectoire à 2030. Et là, bon, tu vois, le budget, c'est 20 à 30 euros par tonne. Il faut savoir qu'en fait, c'est une discussion qu'il faut avoir entre l'entreprise et le porteur de projet, mais ça peut être assez simple aussi, ça. À partir du moment où l'entreprise ne veut pas dire à court terme, je suis neutre, j'ai atteint mes objectifs, on a tout le temps en fait d'adapter les projets, de les faire grandir pour coller aux besoins de séquestration. Mais donc là, par exemple, sur ce projet-là, ça va être des vagues de 100 000 arbres, en fait. Donc, ça reste quand même des volumes importants. Il faut regarder par rapport aux émissions à séquestrer. Et après, créer vraiment un projet de zéro pour une entreprise, là, c'est valable quand on a la séquestration pour des 100 000 tonnes. Enfin, ça reste quand même des choses très à grande échelle. Mais il faut savoir qu'il y a pas mal d'options finalement. Il faut juste être prêt à retarder. Il faut juste être prêt à adapter la communication de l'entreprise au projet et pas l'inverse. Parce que vous aurez plus de mal à trouver un projet qui colle exactement aujourd'hui à ce que vous envisagez. Alors que si vous discutez suffisamment longtemps avec le porteur de projet pour dire, bah voilà, moi je veux m'engager dans le futur sur 3 à 5 ans et on va financer des arbres qui vont séquestrer du carbone et générer les crédits dont j'ai besoin, bah là c'est possible. Du coup, c'est une approche beaucoup moins transactionnelle que ce qu'on a vu par le passé sur l'achat de crédit carbone. C'est plutôt une relation partenariale entre un porteur de projet et l'entreprise. Ok, merci beaucoup. Super clair. Eh bien, écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois qu'il est 10h30. Je vais peut-être finir juste 2 secondes par vous montrer quelques photos quand même de nos projets. Donc là, rapidement, ça va permettre de conclure aussi de manière assez concrète. Donc là, ce que vous voyez, c'est la socialisation avec les fermiers au moment où on va parler du projet, l'agroforesterie. Donc il y a pas mal de discussions où on va leur présenter tenant, aboutissant. Il faut savoir que le carbone, pour un fermier, est assez conceptuel. Ce qui va l'intéresser, c'est en quoi l'arbre va lui permettre de mieux vivre. Donc, on va présenter tous ces éléments-là aux fermiers et on va, sur la base des volontaires, en fait, donc rentrer dans la phase de pré-registre. On va sur les parcelles. Donc là, vous voyez des équipes de coopératives et des équipes de pur projet. On va repérer en fait les parcelles, leurs conditions, et puis on va dire, ben voilà, on va pouvoir planter tel arbre selon tel design, agroforestier ou reforestation complète. Ensuite, on va produire les plants dans des pépinières qui sont le plus souvent gérées par la communauté. Et les plants vont être distribués aux fermiers par vague. Donc, chaque année, il y a cette production et cette distribution de plants. Ensuite, hyper important, la formation du fermier. Donc, on en fait dans différents pays. Et à chaque fois, c'est très collaboratif. Et c'est un mix entre des choses que Pure Projet va faire et aussi la coopérative et ses agronomes.
Et après, en fait, donc ça, c'est très important, notamment dans le cadre de projets carbone, on retourne sur les parcelles pour mesurer. Donc là, ce que vous voyez, c'est quelqu'un qui mesure la circonférence de l'arbre. C'est ça qui va nous permettre de calculer finalement le carbone qui est séquestré. Voilà, quelques petites images. Super, merci beaucoup.